C'est le moment où on commence à rencontrer vraiment Lorraine. Donc il y a quand même un livre après le Petit Pousset de chez Passage Piéton qui me paraît important, c'est l'histoire d'un loup. Parce que l'histoire d'un loup, c'est fait Thierry Magnier, ça doit être en 2011 je crois, de tête, je faudrait vérifier. Parce qu'à la fois, il y a quelqu'un qui fait le texte, mais c'est un conte de toi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu sais ce que tu veux raconter, avec les images c'est évident, mais aussi avec le propos, mais tu ne t'autorises pas à l'écrire. Et quelqu'un va l'écrire pour toi. Alors, je voudrais juste que tu nous précises ça. Qu'est-ce qui fait que quand on est presque prête à faire un album tout seul, j'ai l'histoire, j'ai l'image, on ne l'écrit pas soi-même. C'est la peur du passage à l'écrit, c'est la confiance totale dans la personne qui va mettre ses mots sur ton histoire à toi. Comment il a été élaboré cet album, l'histoire d'un loup ? En fait, je pensais vraiment pas un jour écrire. Et alors vraiment pas. Et à cette époque-là, je me posais vraiment pas la question de l'écriture. Donc c'était pas un évitement, c'était juste une technique... Ah ouais, non, c'était... Pour moi, je ne pouvais pas écrire. Ça m'était interdit. Donc j'ai proposé à une amie, en lui résumant l'histoire de manière très concise, vraiment. Je lui ai dit que je voulais faire un livre sur l'histoire d'un loup qui fait tout pour s'approcher du cœur d'une princesse, mais qui finirait au final sur son cœur, mais en écharpe. Voilà. Donc un loup qui s'humanise au maximum et qui en effet se rapproche de ce cœur, mais voilà. Et Juliette Lamarca donc a mis ses mots à elle sur ton histoire à toi. Oui, donc ça aussi c'était une belle surprise. Ensuite, je pense que l'écriture, elle est arrivée aussi avec la rencontre avec Corinne, parce qu'on a beaucoup échangé sur les mots, l'image, comment les choses peuvent se tricoter. Mais c'est vraiment construit à deux, hein, que ce soit chez Giorgio ou Kid, c'est vraiment tout est extrêmement tissé ensemble. En fait, il y a vraiment cette chose de pénétration du travail de l'une dans l'univers de l'autre. Enfin, donc j'autorisais aussi d'une certaine manière Corinne à me faire beaucoup de retours sur mes images, voire même elle prenait des fois le crayon, elle faisait des croquis. Et ça c'était une première, jusqu'à maintenant aucun de tes co-auteurs ou co-autrices, il y avait pas mal de femmes, n'était venu interférer avec ton travail. Mais Corinne, c'était une relation tout à fait particulière et c'est ça qui en faisait la richesse. Et on communiquait énormément et quotidiennement pour le travail et pour tout le reste, mais en même temps, tout le reste venait nourrir le travail aussi. Donc venait nourrir l'écriture, venait nourrir le dessin. Ce que je peux dire aussi, c'est que les premiers livres, je crois que je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais des images dans des livres. Je disais que c'était mes livres, mais en fait, c'était pas mes livres, c'était des images dans un livre imprimé. Et ce que je peux dire depuis aussi cette rencontre avec Corinne, c'est que on a fait nos livres. On a travaillé évidemment tout le contenu, mais l'objet livre en soi, on choisissait le papier, la typo, le graphiste. Moi, j'allais sur le calage machine. Tout était discuté. Oui, vous accompagnez le projet de l'idée qui germe jusqu'à la matérialité de l'objet. Et là, ça va encore plus loin depuis De ma fenêtre et Cap, c'est-à-dire que je travaille avec les photograveurs, je suis assise à côté d'eux, ils sont extrêmement patients et gentils de vouloir bien le choix là. Oui, et puis de tout entendre de tes remarques. Oui, ouais. En même temps, je pense que ça se passe bien, vraiment. Comme pour eux, comme pour moi, il y a vraiment cette chose de pouvoir vraiment discuter du cœur du livre, en fait. C'est ce que je dis quand j'ai vanté à sa sortie Cap aux gens autour de moi, certains me disaient mais 24 €. Je dis oui, c'est peut-être un peu cher, mais c'est quasiment un livre qui est traité comme un livre d'art, où tout est hyper soigné, où la qualité du tirage, la qualité du rendu, le soin apporté extrême à toutes les étapes de la réalisation n'en font pas un livre standard. Parce que beaucoup de livres pour la jeunesse sont à 18 ou 20 €, donc à peine moins, et ils sont souvent
beaucoup plus médiocrement édité. Je ne parle pas du fond. Et là, vraiment, on a affaire à une espèce de joyau. En plus, il est assez épais. C'est un livre où il y a quand même une 60aine de pages, alors que même dans ma fenêtre, on s'arrête à 25. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Donc, on ne va pas faire un rapport qualité-prix, ça serait stupide, mais il me semble que dès qu'on a Cap en main, on se rend compte que l'objet avec lequel on va dialoguer, parce que c'est déjà qu'il s'agit, est extrêmement soigné, extrêmement investi, et du coup, ça nous oblige, nous, à avoir un regard qui l'est tout autant. Je reviens 2 secondes sur l'histoire d'un... Moi, je veux juste rajouter quelque chose là. C'est par rapport en fait, au fait que ces histoires peuvent avoir, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose d'un tout petit peu mélancolique. Et que pour moi, être très précise dans les techniques d'impression et de me renseigner là-dessus et pouvoir faire en sorte d'avoir des couleurs éclatantes, ça fait partie aussi de la chose qui vient accompagner la narration et qui peut-être montre aussi que ce n'est pas qu'un livre sur la mélancolie de l'enfance, parce que c'est vraiment pas que ça. Qui conjure la caricature qu'on pourrait en faire. Je reviens 2 secondes sur ce que tu nous as dit, parce que je ne m'y attendais pas. Tu as dit l'écriture, je me l'étais interdite. Tu peux nous dire qui te l'interdisait, ou si toi tu t'interdisais, au nom de quoi? Tu pensais que c'était pas ton univers, les mots, ou tu avais fait des essais et tu n'avais pas jugé ça remarquable? Enfin, pourquoi tu as employé ce mot d'interdit, si c'est pas trop indiscret de te le demander? Je pense que déjà, ça vient de loin aussi. Hein. J'étais une élève assez médiocre et la seule chose dans laquelle ça allait, c'était vraiment le dessin. Et donc pour moi, c'était mon langage. Donc par exemple, quand je prends des notes, elles sont graphiques. Enfin, maintenant, ça a complètement basculé. Mais du coup, en effet, c'est moi qui ne m'autorisais pas à écrire. J'ai eu peur aussi de faire partie de ces gens qui dessinent et qui se mettent à écrire. Et en effet, comme on avait discuté longtemps avec Corinne, il y a beaucoup de dessinateurs donc, qui font ça, mais jamais un écrivain va se mettre à dessiner. Enfin, ça marche. Et en fait, c'est la même chose. Et qui comprend que c'est pas le même métier, alors que le dessinateur pourrait ne pas comprendre que écrire est un métier, enfin un métier, une passion et une priorité en soi seule. Oui. Alors, on va évoquer rapidement de ma fenêtre, parce qu'on va se concentrer sur Cap, mais on y reviendra souvent, parce qu'il y a énormément d'échos. Il y a un arc comme ça entre ces 2 livres-là. Là, on est en 2014. Tu nous proposes, grande première, un livre qui n'est que de toi. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas quelqu'un qui vient porter la plume à ta place. Et c'est un livre, je dis ça parce qu'on va C'était pas un problème. On va voir ça quand on va parler de Cap, c'est un livre pour toi plutôt bavard. Il n'y a pas tant de mots que ça, mais il y en a tellement plus que dans Cap que pour ton passage à l'écriture, on a l'impression d'une part que la langue n'est pas un obstacle, tu sais précisément ce que tu veux dire, quasiment avec autant de sûreté que dans tes dessins. Et il y a même une façon graphique de placer ton écrit dans le livre qui fait que c'est de l'écrit, d'accord, mais c'est un écrit qui esthétiquement participe aussi au dessin. Donc on a l'impression que ta transition se fait tout en douceur, les mots sont à toi, mais l'avancement est aussi à toi, et n'oublie pas une typographie convenue de l'album jeunesse. Comment c'est venu? Parce que de ma fenêtre, pour être très clair, c'est une jeune, enfin même pas une adolescente, c'est une jeune enfant, puisqu'elle doit avoir 7 ans dans le livre, donc c'est une petite fille qui attend son anniversaire et qui est un peu en suspens, en arrière de tout, et qui se sert de sa fenêtre comme ouverture vers le monde. Et comme ça se passe en grande partie l'hiver, il ne se passe pas forcément grand-chose, sinon on laisse tombage progressive de tout ce qui était ses repères. Et enfin bon, j'ai mis qui vaut ce qu'il vaut, mais pour qu'on soit à peu près au clair pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est un livre qui va nous parler du temps, qui va nous parler de l'attente, qui va nous parler de suspension. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je la cite très bien de tête, mais à un moment donné, la mère de la petite fille, après son anniversaire, dit, au début du printemps, la vie reprend son cours. Et l'enfant dit non. Parce qu'en fait, elle n'a pas cessé d'avoir cours. Simplement, le cours était souterrain, le cours était invisible. Et la petite fille le sait, et la mère ne le sait pas. Parce qu'elle est restée sur les attendus classiques, c'est l'hiver, les routes sont bloquées, il y a de la neige partout, on voit même pas la montagne qui est en face, parce qu'il y a du brouillard. Mais la petite fille, elle a tout vu, elle a tout ressenti. Donc quand sa mère lui dit, la vie reprend son cours, ce que sans doute la plupart des adultes ont dû dire à leurs enfants quand on sort d'une situation de mise à l'arrêt, ce qu'on aurait peut-être aimé qu'on nous dise après le confinement en disant on revient à une vie normale, eh bien la gamine, elle n'est pas dupe. Et ce qu'il y a de très fort, et on va y revenir bien sûr tout à l'heure pour Cap, c'est que ces héroïnes perçoivent tout. Elles le disent, je ne le dis pas, mais elles perçoivent tout.
peut-être davantage que les adultes, il y en a très peu dans tes livres, mais on a l'impression qu'il n'y a pas cette espèce d'envélisme un peu niais qui consiste à dire que l'enfant, c'est une pâte molle qui doit s'imprimer tout. Même quand elle découvre ton héroïne, dans l'un comme dans l'autre livre, elle est très consciente. Elle est en aucun cas ballottée ou balayée par les événements. C'est quelque chose qui te paraît essentiel de l'enfance, cette disponibilité à ne rien laisser perdre pour savoir où on est. Je vais dire oui déjà, mais alors maintenant il faut que je le justifie. Sauf si la question ne te parle pas, hein. Je ne veux pas t'emmener sur un terrain. Non, mais il y a deux choses qui me viennent. Une phrase qui dit qu'on est les anciens combattants de notre enfance. Je ne sais plus qui l'a dit. Ben maintenant on dirait que c'est toi. Ouais, non, je crois que c'est Althusser, donc c'est pas vraiment moi. Ça finit moins bien. Donc ça, je l'ai souvent en tête. Et il y a aussi, en parallèle, un texte de Michaud qui s'appelle « Enfance plus homme que l'homme » et qui à un moment dit Louis XIII est un enfant, il dessine, ce dessin pourrait être compris par le fils d'un cannibale néo-calédonien. Et ensuite, il devient roi de France, il n'est plus qu'un roi. Donc tout peut aussi se fermer. Se réduire. Oui. Donc l'ouverture de l'enfance qui passe pas par les mots forcément. Enfin, en tout cas la compréhension des choses, elle est là à fond. Elle est là à tous les niveaux, dans le toucher, dans l'écoute, dans les strates qui commencent à se former. Peut-être que plus tard, après, ça ressort par les mots, et ce qui est le cas pour moi, là. Mais oui, ça va. Ça va forcément, c'est toi qui dis ce que tu veux, ma grande. J'en ai pas à dire ma grande, c'est bien, parce que ça va faire ce que je veux dire maintenant. Ces deux albums, parce qu'on va un peu encore les traiter en parallèle avant de se concentrer vraiment sur Cap, ces deux albums parlent de la façon dont on grandit. Dans le premier, de ma fenêtre, 2014, on grandit en silence, et on grandit dedans, et ça ne se voit pas. Dans le deuxième... À la fin. Oui, mais globalement, toute la maturation est invisible. Dans le deuxième, alors qu'il va encore se passer plein de choses, très vite, on s'aperçoit que l'enfant grandit. Elle grandit tellement qu'elle voit le crâne de ses camarades. Elle grandit tellement qu'elle pousse plus vite. Elle assure plus à pousser encore que les peupliers. C'est pas la phrase exacte, je pourrais la retrouver. Mais il y a quand même l'idée que grandir est son obsession, quelque chose de central, et que même l'errance qu'on va partager avec elle vient de ce besoin de savoir jusqu'où elle grandit. Donc dans l'un, c'est en quelque sorte calfeutré, dans l'autre, c'est ostensiblement affirmé, mais l'idée que grandir est une étape nécessaire, une chrysalide, peut-être douloureuse, en tout cas inquiétante, périlleuse, ça unit ces deux livres. Simplement, dans le premier, on a l'impression que le temps est maîtrisé, c'est les saisons, pas plus vite, plus tard tu reverras à travers la fenêtre. Dans l'autre, dans Cap, j'ai l'impression qu'il est aboli le temps. Que le temps de l'errance, c'est le seul temps qui vaille. On se moque éperdument du reste. Alors la notion du temps dans Cap, elle a été très longue à mettre en place. Parce qu'en effet, il y a des images qui montrent que ça peut se dérouler en une journée. Et pour moi, c'est vrai. Pour moi, elle a pu passer sa journée dans la forêt. Au début, elle pose son sac, qui peut être aussi un sac d'école, par exemple, et puis elle prend son chemin de buissonnière. Oui, tout à fait. Et donc, elle se libère de quelque chose. Après, il y a pour moi aussi un travail sur la perte de la notion du temps dans certaines images aussi. Donc, il y a j'ai essayé de brouiller aussi entre le temps qui passe vraiment et sa notion du temps à elle. Ouais. Comme il y a la vraie forêt, entre guillemets, qui est montrée par des pleines pages, peut-être tu peux en montrer, mais avec un maximum cette sensation du ressenti. Quand on rentre dans une forêt, souvent d'un coup, il y a une espèce d'humidité. La lune, ouais, voilà. Donc tout ça, pour moi, ça parle aussi de température et de temps qui passe. Et donc, ça, une vraie forêt. Et après, il y a carrément des images avec beaucoup de blanc où elle est toute seule. Et là, c'est sa forêt à elle, en fait. C'est comme une forêt dans une forêt.
même là, j'ai retrouvé le passage dont je parlais tout à l'heure. Dans Cap, on me dit souvent que je suis grande, que je suis plus pressé de pousser que les peupliers. Donc là, il y a effectivement un élément forêt, mais il n'est pas du tout sombre, noir et fermé, comme dans les doubles qu'on regardait tout à l'heure. C'est juste une confrontation. Et c'est un truc que je voulais évoquer plus tard, mais on peut profiter de cette image. Il y a souvent aussi dans Cap un vrai travail sur l'échelle. De temps en temps, elle est petite face à des choses immenses, de temps en temps, elle est géante face à des indices minuscules. De temps en temps, on ne sait même pas si c'est elle qui est vraiment le curseur de l'échelle, mais un élément, un insecte par rapport à la nature autour nous fait rejouer ce rôle du minuscule par rapport à l'immense. On a l'impression que dans la chrysalide, dans cet épisode de l'enfance que tu mets au cœur de Cap, l'idée même de savoir où on est va avec la variation des échelles. On se sent minuscule, on se sent immense, on se sent, je suis pas normal, mais dans un paysage à sa place. Tout ça, ça fait partie des choses qui se bousculent dans la tête de l'enfant, en tous les cas de l'enfant tel que tu nous la donnes à voir. Oui, en tout cas, la forêt permet aussi de la mettre dans une certaine échelle. Et donc, j'ai aussi pu en jouer après. Mais évidemment, on a tous des souvenirs liés à notre enfance de choses qui nous paraissent immenses, alors que si on revoit une photo, en fait, la table, elle n'était pas si haute. Là, elle est là. La voilà. Pitié, elle est là. Voilà. Vous la voyez à peine. Mais elle est rouge, donc on y reviendra aussi. Non, mais on la repère quand même, mais elle est quasiment invisible au départ. La nature est plus grande qu'elle, est tellement plus grande qu'elle s'y dissout presque. Oui, mais elle est rouge. Mais elle est rouge. Ça fait toute la différence. Et ça change tout. Et c'est aussi, je croise quand même relativement souvent des enfants, et il y a quand même toujours ce truc où les petits, quand on leur dit quelque chose, souvent ils disent oui, mais moi je suis grand. Enfin, ben oui, d'une certaine manière. Donc pour eux, la question d'être grand, grandir, tout ça, elle est constante, j'imagine. De se situer par rapport à, en effet, la taille des choses, prendre quelque chose en l'air, ou au contraire, avoir la possibilité encore d'aller au ras du sol ramasser un petit truc. Et c'est important parce que ce souci de grandir, c'est à la fois une aspiration plutôt positive. On veut être de plus en plus présent au monde, et ça peut être une angoisse. Parce que forcément, si on est un peu plus grand, on est un peu moins petit avec la protection que peut représenter le statut où on est encore en quelque sorte excusé parce qu'on est petit. Et quand on parlait de nostalgie, c'est peut-être pas le mot le plus facile à entendre quand on parle d'un album jeunesse, c'est qu'on a l'impression que cette douleur du passé, que veut dire nostalgie, elle est inhérente à toute envie de transformation. On a l'exaltation de vouloir être autre et déjà la peur de la perte de ce qu'on a été. Et ça, c'est ce qui unit ces deux livres parfaitement. Il y a le phénomène du personnage. Cette petite fille avec sa coupe à la garçon, avec son pull rouge, avec son cartable, qu'elle va prendre comme un fardeau dans un cas, dont elle va se délester dès le début comme un affranchissement dans le deuxième. On a l'impression que même s'il y a 5 ans d'écart, même si les narrations ne sont pas les mêmes, il y a quand même des invariants sur d'où on parle, avec qui on en parle. Oui. Clairement, en fait, ces deux livres pour moi sont aussi réunis parce que ça se passe dans le territoire de mon enfance, qui est quand même, quand on retourne dans le territoire de notre enfance, c'est jamais anodin. En fait, il y a toujours une espèce de lourdeur, des questionnements. Alors parlons-en, c'était quelle forêt, celle de ton enfance? Celle du petit village de Proveysieux, en Chartreuse. Ah oui, dans la Chartreuse, donc pas très loin de Grenoble, effectivement. Ouais. Beaucoup plus proche de Grenoble que d'Épinal où tu as fait tes études. Ah oui, je suis quand même restée toujours dans du vert. Et en la forêt, justement, toi tu la connais vraiment, parce qu'il y a plein d'auteurs qui parlent de forêt pratiquement héritée des contes, racontés mais pas éprouvés. Toi, c'est une forêt éprouvée. Ça ne parle que de ton enfance ou ça parle un peu de ta généalogie? Ça parle de... En effet, ça parle de... Si je raconte toute l'histoire de Cap, c'est quand même assez long. Bon, là, on a du temps, puisque... on fait une édition un peu particulière. Garde ce que tu veux, mais donne-nous des éclats de ça. Oui. Bon, de toute façon, j'ai eu un père qui était très souvent en forêt, et quelqu'un que je voyais pas beaucoup, mais en général, quand je le voyais, il me mettait à l'arrière du Dodge et il allait couper du bois et moi j'étais à côté. Voilà. Et mon grand-père paternel, qui était italien, a traversé les Alpes, et donc c'est cette génération qui sont arrivés dans le Vercors et qui sont devenus bûcherons, etc. Donc, voilà. Donc en fait, pour moi, il y avait
C'est à la fois le territoire de mon enfance, c'est aussi aborder la forêt qui est quand même l'espace de travail de gens que j'ai peu connus en fait. Donc comment moi je peux me réapproprier la forêt avec mon propre travail aussi. Alors que tu montes à l'arrière et que tu partes en forêt avec ton père, ça explique peut-être l'attention extraordinairement subtile que tu mets aux odeurs, au bruit. Enfin, c'est un livre qui est bourré de perceptions sensibles. Attends, je vais, du coup, avant d'arriver à ça, au remorque, je peux peut-être le dire après. Non, quand tu veux. Mais en fait, j'ai fait un stage avec un garde forestier. Je suis allée 3-4 jours par mois pendant 1 an avec Georges Tramy dans le Beaufortin pour juste que ça infuse aussi. Donc ça se voit pas forcément dans le livre. Moi, je sais ce qui vient de cette expérience ou pas. Et ce qui a été à la fois intéressant et complètement déroutant, c'est que moi, j'avais besoin aussi d'avoir un petit recul par rapport à ce qui se passait par rapport à ma propre histoire, comment les choses me revenaient. Et en fait, ce stage m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus politique, écologique. Voilà. Donc c'était à la fois très intéressant et très perturbant parce que, là, en effet, comme le disait, j'ai perdu son Peter Cyr, les forêts ont été toutes plantées de la main de l'homme, etc. Mais c'est aussi un espace vraiment de rendement, en fait. Il faut faire de l'argent, en fait. Il faut couper des arbres, il faut que ce soit vendu pour faire de l'argent à l'ONF. Donc, c'est pas du tout ce que les gardes forestiers qui se sont lancés dans cette profession dans les années 70 avaient en tête. Donc, alors, bon, je vais un petit peu plus loin, mais il y a un taux de suicide chez les gardes forestiers qui est extrêmement élevé, qui quasi frôle les chiffres de chez Orange, par exemple. Parce que c'est des gens qui avaient des territoires... on va dire un peu plus à taille humaine, et donc on restreint les budgets, on leur donne des territoires de plus en plus grands, il peut y avoir des accidents, ils sont responsables de ça, et la maladie de Lyme, enfin bon, c'est vraiment une profession qui est vraiment en train de perdre tout son sens, quoi. C'est intéressant parce que j'avais envie de te dire que moi je ressentais ce livre comme à la fois le territoire de la forêt et en même temps l'espace de l'enfance. C'est vrai que ça se conjuguait. On peut presque changer le terme le territoire de l'enfance et l'espace de la forêt, mais qu'il y avait une espèce de territorialité d'Ancap qui expliquait qu'en fait pour s'y sentir bien, il fallait ressentir cet espace-là, d'où les bruits, d'où les matières, d'où la moiteur ou l'absence de moiteur, d'où l'eau ou l'absence d'eau. Et pour véritablement s'y trouver admis, et éventuellement après bien, mais d'abord faut être admis, eh bien, il faut du dépouillement. Et la petite fille qu'on va suivre dans Cap, elle va délaisser ses chaussures, quitter ses chaussettes, mouiller ses pieds. À d'autres moments, on la représentera, il reste pratiquement plus que son pull rouge, même avant le rêve, mais aussi pendant le rêve, où le pantalon sera esquissé, mais pas plein. Elle se réduit au minimum, et même le pull se détricotera. On a l'impression que, un peu comme une mue, elle doit tout perdre pour tout retrouver. Et que cette mue-là, cette explosion de la chrysalide n'est possible que parce que la forêt est à la fois un endroit qui vous enferme, le temps que la métamorphose ait lieu, et qui vous protège le temps qu'elle s'accomplisse. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que beaucoup d'enfants, et bien sûr d'adultes aussi, qui ont une vision très conte de Perrault de la forêt, petit pousset, tout ce qu'on voudrait et tout, là, elle la découvre comme une alliée, puisque c'est à la fois un endroit où tout devient possible, et où on vous laisse le temps de ce possible. Puisqu'elle est absolument seule, personne ne la recherche, personne ne vient l'embêter, on ne sait pas si c'est une fugue, on ne sait pas si c'est une balade, on s'en moque un peu, enfin on oublie très vite de se poser la question. Si on a encore en tête de ma fenêtre, on se dit, au départ la petite fille elle a un cartable, elle a un lit, elle a des objets, et là le cartable tout de suite elle le pose. Et donc, hop, l'aventure. En tout cas la libération des impératifs du monde. C'est pour ça que je parlais d'un temps aboli, le seul temps qui compte c'est celui de l'espace, c'est pas celui des hommes. Donc, bon, j'arrête de faire des dissertations tout seul dans mon coin. Peut-être que, si je peux juste préciser quelque chose, donc la forêt n'est pas qu'un endroit confortable aussi, je pense qu'à des moments elle n'est pas tout à fait non plus hyper à l'aise, ouais. Et ce qui a été vraiment important pour moi, c'est de trouver la manière, on va dire, graphique de, en effet, montrer l'humidité, mais aussi le craquement. Donc il y a du travail au pastel, il y a de l'encre, mais il y a aussi du fusain. Enfin, c'est vraiment
des choix très définis en fait, et très réfléchis. Justement, j'allais en parler un peu à un moment ou à un autre de ce problème de de cet enjeu de la couleur, parce que j'avais l'impression que la couleur elle était moins pittoresque, ce qui est souvent le cas, qu'une espèce de traduction des états d'âme ou du ressenti. C'était presque une façon d'indiquer la sensorialité de l'héroïne. Que si certaines couleurs arrivent, c'est parce qu'on a un frisson, il fait plus frais, on est rassuré, c'est un peu plus chaud, et qu'en aucun cas ça n'est quelque chose qui est de l'ordre de l'observation, la forêt comme ça, mais on a l'impression que c'est comment l'enfant traduit par les couleurs dont tu l'habilles ou dont tu l'entoures son sentiment de confort ou d'inconfort. Oui. Bah voilà, tout est dit. Non, mais j'arrête de faire des interviews comme ça, c'est pas drôle. Je veux juste rajouter un truc par rapport à la couleur, parce qu'en effet, elle a un pull rouge et évidemment, quand... alors c'est toujours... Enfin, je sais que j'avais fait rire un copain en disant que j'avais beaucoup cherché pour savoir à quoi va ressembler ce personnage qui au final il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà. Tu es un peu plus grande, ouais, je suis comme un les peu plus grande maintenant. Mais au début, elle était dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du camouflage, où j'avais vraiment envie de la faire se glisser dans la forêt comme si elle faisait partie de ce tout. Et pour moi, ça a été intéressant de contrebalancer ça en faisant vraiment quelque chose où elle est rouge et en fait elle est... Je sais pas où elle habite, mais bon, elle vit dans une maison, elle a un toit, c'est pas du tout l'enfant sauvage, c'est pas Victor de l'Aveyron en fait. C'est un enfant comme beaucoup. Et ça me tenait vraiment à cœur qu'elle puisse être faite. À la limite, le cartable au début ne sert qu'à ça. Oui. Montrer que c'est pas une errante. Elle a une vie sociale, elle a sans doute une fonction d'enfant de son âge, et elle le met de côté. Oui. Mais elle l'a. Oui. Sinon, il n'y aurait pas besoin de ce cartable-là. Mais au début, parce qu'en fait, j'ai fait l'équivalent de 3 livres avant d'arriver à celui-là. C'était un petit garçon, déjà. C'est pas important, ça. Si. Si. Oui. Quand on lit le livre, on a l'impression qu'on peut s'identifier comme garçon, on peut s'identifier comme fille. Pour moi, c'était important pour, au final, 2 scènes. Parce que quand elle fait pipi, une petite fille qui fait pipi, oui, elle est accroupie, là. C'est pas... On le voit pas si souvent que ça, et c'est très intéressant parce que quand je suis dans des classes et qu'on arrive à cette page, les petits garçons font il y a vraiment un truc qui est... Surtout que le texte à ce moment-là, c'est « Je fais un drôle de rêve », pas un rêve drôle. C'est le texte qu'on lit quand on la voit accroupie. Il y a aussi ce truc de quand les enfants font pipi au lit, dans le sommeil, quelque chose qui les tourmente. Enfin, c'est se vider aussi de quelque chose. Enfin, et à la fin, quand elle est... Donc elle doit s'amuser avec ce fil qui fait un chemin dans la forêt. Et elle finit torse nu. Donc la dernière image, qui était l'affiche du salon de Montreuil, peut-être pour certains ça peut vous parler. Donc elle est torse nu, et un petit garçon torse nu, ça, c'est pas pareil qu'une petite fille torse nu. Pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est juste qu'on n'est pas encore dans des questions genrées quand on peut se mettre torse nu à cet âge-là. Et après, on grandit et on rentre dans ces questions. Évidemment, en ce moment, ça bouge beaucoup et c'est super. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la liberté. Et en plus, on laisse le fil derrière soi. Oui. Le fil qui sert à guider, qui sert à détricoter, à s'affranchir, mais là, on n'en a même plus besoin. On y est arrivé. Un élément très important de ce livre, je l'ai esquissé, mais je voudrais qu'on y revienne vraiment beaucoup, c'est le son. Parce qu'une forêt, c'est tout sauf silencieux. Ça craque, ça bruisse, et le bruit peut être aussi inquiétant, on ne sait pas ce que c'est, on peut être limite terrifié par principe, mais ça peut être aussi très excitant, on a très envie de savoir ce que c'est. Alors dans ton livre, les bruits sont présents, d'abord par des onomatopées ou des successions de consonnes qui vont nous donner l'idée d'un frémissement, d'une vibration, et puis peut-être aussi parce qu'on a le matériau qui sert à faire le bruit. On voit les brindilles, on voit les feuilles, et on se dit que quand elle se déplace, elle en crée, et pour les gens qui sont déjà allés voir l'exposition qui est tout en haut de ce centre culturel, ils ont vu que tu avais prévu une branche qu'on pourrait agiter pour retrouver cette impression sonore, et il y a même une bande-son. Alors comment est-ce qu'on en arrive à avoir une bande-son pour un album ? Alors je vais peut-être parler juste de celui d'avant. En fait, quand j'écris,
J'ai vraiment besoin de... En fait, en général, j'ai même pas une playlist, j'ai une chanson. Ça peut être complètement débile, et voilà. Ce qui a été vraiment le cas pour écrire ça, c'est-à-dire que j'ai écouté Womanizer de Britney Spears en boucle, oui, voilà. Donc en fait, c'est comme si le son n'existait plus. Je connais tellement la bande son que je peux plus être. Alors me demandez pas pourquoi cette chanson. Voilà. Ce sera pour une prochaine rencontre avec Laurine Capulli. Je pense que j'ai des personnes qui l'a écouté le plus au monde. Bref. Et là, pour cet album-là, j'ai écouté en boucle un CD d'un gars qui fait des enregistrements sonores de la nature, qui s'appelle Marc Namblard, et en fait c'est un CD sur le brame du cerf. Et donc il y a vraiment une espèce de... C'est hyper beau parce qu'on est vraiment... moi j'avais l'impression que j'étais comme ça quelque part et que j'entendais les animaux passer. Il y a une spatialisation de l'espace du son qui est vraiment magnifique. Et ça m'aidait en fait. Je pense que les mots, les impressions en fait les mots étaient guidés aussi par cette bande son, quoi, ce passage, ces passages, ces confrontations, etc. Et en effet, quand on va dans la forêt, comme tu le disais, c'est tout sauf silencieux et on réagit beaucoup parce que c'est l'inconnu. Donc un son, voilà, à la fois, oui, ça nous perturbe en fait, ça nous concerne vraiment en fait, pas comme un passage d'une voiture un peu au loin quand on est en ville. Non, ça nous saisit et on peut ne pas savoir ce qui peut se passer. Et je pense à des fois où je me baladais, et c'était le moment où les sangliers viennent d'avoir leurs petits et en fait la bande son là dans la forêt elle est hyper importante parce que on partage un même territoire à ce moment-là et ça peut être... Il y a deux méfiances, la méfiance de l'animal pour protéger les siens et la méfiance de l'humain qui n'a pas forcément envie d'y être confronté. Oui. Et donc pour moi elle est aussi guidée par les sons en fait. Elle peut prendre un certain chemin parce que là elle a entendu un truc, au contraire être complètement happée par un bruit et voilà. Alors du coup quand même, quand on va dans l'expo qui est consacrée à Cap ici même, on a la possibilité d'entendre la musique de Namblard. Oui. C'est un morceau qu'il avait déjà écrit et que tu as adapté, ou est-ce qu'il a écrit un morceau pour ton album après l'avoir lu, sans être imprégné? Comment ça s'est passé? Eh bien, donc c'est quelqu'un dont j'admire vraiment le travail de cet homme et je me suis dit que j'allais le contacter. Donc je lui ai envoyé le livre, je lui ai parlé de cette exposition et je lui ai dit que ça me tenait vraiment à cœur, que je ne sais pas si ça avait du sens pour lui, en tout cas ça en avait beaucoup pour moi, qu'il puisse créer une pièce sonore pour accompagner l'exposition. Et donc il a accepté, et j'étais ravie. Et donc il a travaillé par collage. Donc, ça fait des années et des années qu'il est là avec ses micros à enregistrer. Et à un moment, du coup, il a fait un petit collage, quoi. Et donc c'est une bande originale inédite et c'est une première mondiale. Je dis ça, je dis rien. Oui. Alors, dans l'idéal, c'était à écouter au casque parce que pour être dans la bulle, pareil. Oui, puis pareil, quand on parle de spatialisation, là il y avait un vrai travail. À un moment, il y a le passage d'un petit insecte qui bourdonne là comme ça, puis au loin il y a autre chose, il y a le vent. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Donc on sent des fois l'orage arriver, la pluie, et puis d'un coup il y a un tout petit truc là, juste là. Donc en fait, le fait que ce soit diffusé comme ça pour des causes de Covid, on perd un peu, quoi. Voilà. Mais c'est déjà super. Tu parlais du fait que... Et ça, c'est très proche de ce qui se passe dans le livre. Et après, j'étais ravie de pouvoir lui dire, carte blanche, tu peux faire quelque chose. Et puis c'était une surprise, c'était comme avec Juliette quand je lui ai proposé d'écrire... Pour l'histoire justement, puisqu'on en est à parler de la façon dont cette musique obsessionnelle t'habitait pendant que tu travaillais, comme Britney Spears pour le précédent, est-ce que ça a un rapport avec la façon dont tu as dessiné le rêve? Parce que l'enfant s'endort,
elle se réveillera, et pendant qu'elle s'endort, on voit passer des animaux sauvages. On pense même parfois à des citations involontaires du genre des profections de chasse des chasseurs de l'époque de Lascaux. C'est des animaux vivants, mais enfin contemporains, mais on a l'impression que c'est un peu le même imaginaire éternel, pérenne, sans vrai repère chronologique qui entoure l'enfant qui dort. Et est-ce que c'est justement une sorte de retour d'expérience sur le fait que quand tu l'écoutais, tu avais le sentiment que les animaux passaient devant, derrière toi? Est-ce que tu en es nourri, ou est-ce que les images sont venues tout bêtement de la nécessité pour toi d'avoir un rêve? En fait, ce passage, je l'ai refait vraiment plein de fois pour que ce soit qu'il y ait une ambiguïté, en fait, parce qu'elle peut être juste en train de fermer les yeux, s'endormir, ça peut être vraiment les animaux qui passent. Et il y avait, dans mes recherches, il y a vraiment un rêve qui est beaucoup plus assumé comme rêve, avec des animaux qui sont que j'ai fait à l'encre sur un papier mouillé, donc il y a tout qui se diffuse, c'est très flou, donc là c'était vraiment beaucoup plus visuellement assimilé au rêve, et je trouvais que c'était beaucoup trop affirmer quelque chose, et pour moi c'était vraiment important de pouvoir laisser aussi au lecteur, enfin j'essaye toujours de laisser au lecteur une place qui peut-être des fois n'est pas confortable, mais c'est l'intérêt de la littérature, voilà. Ne pas faire que dans le confort. Oui. Forcément, quand on est critique professionnelle, on cherche à avoir du sens partout, donc parfois, paf, penche sur le bec, on s'aperçoit que ça marche pas, parce que j'avais l'impression que ton livre était malgré tout un peu séquencé en chapitres, parce que périodiquement, une seule page est totalement blanche, face soit à la droite, soit à la gauche, ça varie, et puis on se dit, voilà, j'ai compris, il y a la séquence du rêve, il y a la séquence de ceci, il y a la séquence de cela, et puis de temps en temps, tu t'amuses à nous faire un pied de nez dans une page toute blanche qui a un minuscule papillon. Donc on se dit peut-être que c'est pas forcément la page blanche qu'il faut surinvestir, mais il y a quand même ce luxe que tu prends, dans un livre d'une 60aine de pages, de nous faire au moins 5 pages totalement blanches. Est-ce que c'est pour créer des pauses? Est-ce que c'est pour le rythme, pour l'accompagnement, comme une scansion musicale dans ton album? Est-ce que c'est, comme au départ j'avais la naïveté de le penser, une façon de séquencer en chapitres, en moments de la promenade, et pas forcément en musique? En fait, j'essaie de me rappeler, après par exemple avoir fait une balade, de me dire, tiens, quels sont les souvenirs, et de marcher comme ça par séquence de souvenirs. Après, je pense aux papillons qui peuvent paraître une espèce de pause comme ça, parce qu'il y a le papillon qui s'ouvre et qui se ferme, qui est d'abord ouvert et après qui se ferme. Et juste après, elle parle de qu'est-ce que ça veut dire lire. Et c'est aussi moi qui m'amuse, mais quand je lis ce livre, en fait, je parle des livres et je fais ce mouvement, et qui est très proche aussi du mouvement des papillons, des battements d'ailes de papillons. C'est des petites choses comme ça qui sont présentes dans la construction du livre, et qui vont m'aider à la lecture, en fait, des fois. Je me dis, tiens, là, à lire, ça va être bien. Et je le lis beaucoup à haute voix, en fait. Évidemment que le texte et les mots ont du sens, mais c'est aussi visuel. Mais il y a aussi l'oralité, quoi. Justement, venons-en à cet élément-là, le mot. Parce que donc maintenant les mots sont les tiens. J'ai dit que dans De ma fenêtre, qui était une première, ils avaient une façon d'être intégrés de façon très graphique à l'image. Là, c'est le cas aussi, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui fait que certains mots résistent? Est-ce que tu en as mis beaucoup et tu les as gommés, effacés, comme quelqu'un qui veut créer une forme en creusant avec sa gousse pour enlever de la matière pour que ce soit de plus en plus épure, comme si ton écriture arrivait à la même économie un peu ascétique de certains de tes traits, notamment quand tu travaillais au crayon à bille. Il y avait quand même une façon d'aller au plus nu à l'os. Il n'y avait pas une épaisseur de trait qui aurait une forme de volupté, une forme d'épaisseur. Tu allais à l'essentiel. Dans celui de Giorgio, c'est parfaitement évident. Est-ce que ici, t'as pas l'impression que ta façon de faire des mots extrêmement rarement et extrêmement peu envahissant dans l'image obéit à la même logique? Là, au départ, il y a des mots, mais après, il n'y en a plus. Dès qu'on est parti... Oui, alors... Non, il faut prendre... En fait, au début, le livre était beaucoup plus bavard. J'avais envie que ce soit aussi un peu contemplatif, et que les gens puissent regarder aussi ce livre comme on peut regarder, pas une peinture, mais
rentrer vraiment dans une image, quoi. Prendre le temps de rentrer dans l'image, comme on regarde un paysage. Et puis il y a aussi, c'est vrai que le texte le plus long c'est celui-là, puis après il y a le texte de l'éditeur de la 4e. Oui. Et comment dire, ici c'est une sorte de... Ouais. Un avant-propos, presque. Ouais, elle dit qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Elle dit qu'elle en a marre de... En gros, ce chemin qu'elle fait tous les jours, elle a envie que ça devienne autrement. Puis du coup, elle tente l'expérience et on se passe de mots des fois quand on vit quelque chose. De penser, ça vient après, ça vient par le ressenti, le toucher, etc. Mais par contre, en effet, j'ai écrit au kilomètre et puis j'ai balancé comme les dessins. En fait, il y a des dessins que j'ai refaits mais tellement de fois. Voilà. Ça fait partie du job. C'est assez intéressant. Je trouve qu'on montre pas assez, des fois, dans les expositions, le travail des variantes. C'est pas pour dire « Ah là, j'ai vachement bossé », mais c'est juste pour prendre conscience, en fait, que pour arriver là, en fait, il y a tout un cheminement et qui est vraiment intéressant à voir, souvent aussi. Je dis pas pour mon cas, mais je l'ai vu chez d'autres et j'ai trouvé ça très beau, quoi. Et puis, c'est aussi c'est très intéressant aussi, je trouve, d'en parler avec les enfants, parce que le travail, c'est toujours des fois, ils bloquent, ils n'ont pas envie, quoi. Et du coup, de leur montrer que, travailler, on peut faire, refaire, jeter, et c'est pas une erreur aussi, en fait. Il n'y a pas d'erreur. C'est une étape. C'est une étape. On ne s'est pas trompé en faisant un dessin qu'on met à la poubelle après. Il fallait le faire pour arriver à celui d'après. C'est comme ça, la vie. Du coup, quitte à être paradoxal, je trouve que moins tu écris, plus tu es auteur au niveau du texte. Parce que tu en as tellement enlevé que ce qui reste compte de façon extrêmement précieuse. Et tu me disais que quand tu racontais le livre, en le regardant avec des enfants de 18-20 mois, ce qui est quand même très petit, tu n'avais pas forcément tous les mots, tu gardais pas tout. Mais en fait, comme tu es allé à l'os de l'intention, tu peux très bien, en changeant les mots, en mettant beaucoup moins, faire partager réellement l'album, parce que le mot est à chaque fois vécu comme un indice de compréhension et pas comme une espèce de logorée qui ferait que tu serais aussi un auteur à côté de dessinateur. Et c'est d'un équilibre extraordinaire. Alors, je vais te poser une dernière question avant qu'on se tourne vers le public concernant les ateliers que tu vas organiser dès cet après-midi ici. Mais avant, je voudrais me faire un petit plaisir totalement narcissique. Quand l'album est sorti, vu que je suis du Cap Corse, Cap, ça y est, elle a tout compris. Elle sait que l'accomplissement total de l'être humain, c'est le Cap. Ça ne vaut que pour les Cap Corsiens qui sont dans cette salle, mais sachez quand même que j'ai eu la malice d'y penser. L'autre sens, bien évidemment, c'est mettre le cap sur quelque chose. C'est quelqu'un qui est en devenir, qui avance, donc c'est un cap. Bien sûr, avec un point d'exclamation, on peut penser que c'est le cap, pas cap. Est-ce que tu vas oser affronter la difficulté qui te taraude, ou est-ce que tu y renonceras? Et puis alors c'est là que je t'attends et que je m'apprête à recevoir des cailloux, encore pire que de dire que c'est les Cap Corsiens qui sont l'avenir de l'homme. C'est les 3 premières lettres de mon nom de famille. Et surtout, le point d'interrogation à la fin, c'est la dernière inversée. Oui. La dernière inversée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un chemin, un retournement, elle s'est baladée, elle commence par dire qui elle est, elle ne sait plus qui elle est, quand elle revient, le i est devenu le point d'interrogation. Donc elle va me dire, là, il va chercher n'importe quoi. Non, mais voilà. Je suis pas du tout consciente de tout. En tout cas, ce livre, beaucoup d'étapes, et au début, il a été soutenu par le CNL et le dossier avait rien à voir, en fait. Soutenu par principe parce qu'il savait que t'es une femme de talent. S'il n'avait rien à voir avec qui l'ont soutenu, c'est quand même un peu bizarre. Non, mais c'est à la base, vraiment, la première fois que j'ai commencé à écrire. En fait, c'est le premier texte que j'ai écrit. C'était pour la fermeture de l'Institut italien à Grenoble. L'Institut menaçait de fermer parce que Berlusconi. Et donc, il y avait une journée où on pouvait écrire des textes sur ce qu'on ressentait, nos origines italiennes, si on voulait partager quelque chose. Et j'ai écrit une anecdote que mon père me racontait, qui me faisait pleurer comme pas possible. C'était qu'en fait, lui, petit, dans l'après-guerre, né en France, qui ne parlait pas un mot d'italien, mais très fier de ses origines italiennes, allait à l'école au moment où Pierre Mendès France a
décidé de donner un petit bol de lait dans la reconstruction tous les matins aux enfants pour être plus vigoureux. Pour leur croissance. Voilà. Et mon père, qui portait ce nom de famille mais qui n'avait jamais mis les pieds en Italie, n'avait pas le droit à son petit bol de lait. Parce qu'il n'était pas... Voilà. Donc à la base, ce livre, c'était... Et donc, en fait, son truc à lui, ça a été de se réfugier dans la forêt parce que c'était vraiment son truc et que c'était pas un scolaire, comme pas mal d'enfants, rester assis sur une chaise toute une journée, c'était difficile. Et donc, ce livre, à la base, c'était ce petit enfant en difficulté dans ce contexte et sa soupape en forêt. Et donc, le livre s'appelait Pas de bol. Voilà. J'ai complètement évacué toute l'affaire historique pour faire ça. Donc il y a quand même un truc où évidemment Cap c'est aussi mon nom de famille, mais c'est pas que je tiens de mon père, du coup c'est aussi c'est pas que moi en fait. C'était aussi mon grand-père, comme je disais, avec ce truc de bûcheron là, enfin... Ouais. Et puis ça se retourne, mais ça je sais pas. Moi je voyais ça comme le fait qu'il s'était passé une révolution, comme il y a une révolution des astres. Il s'est passé quelque chose et que le 8 est devenu point d'exclamation quand on a fait le tour. Okay. Mais c'est mon côté. Ma dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est juste une demande d'information. À partir de 15h aujourd'hui, et sans doute aussi demain, tu vas animer un atelier, ici même, dans le cadre de cette BD à Bastia. Tu es allé là où il fallait, forcément dans le Cap, faire la collecte de ce dont tu avais besoin. Dis-nous un peu de quoi il s'agit, comment tu comptes mettre les enfants au travail dans ton atelier. Que vont-ils faire avec toi ? Alors déjà, je vous invite, si vous voulez, après à monter à l'étage et aller jusqu'au bout et de voir la pièce où se passeront les ateliers parce que tout est installé. Donc à l'aide de Laetitia, je crois, qui a ramassé pas mal de choses aussi. Donc on a constitué une sorte de... réservoir ? Ouais, c'est assez beau. Oui, on a ramassé j'ai manqué renverser tout à l'heure, mais... oui, c'est pas faux. Bois flotté, donc en fait, c'est un atelier que j'ai fait plusieurs fois. Et l'idée, c'est que si je vais quelque part, je ramasse des matériaux, on va dire, que je trouve dans le coin. Et à partir de ça, on fait des dessins éphémères avec les enfants et aussi un peu de son, si c'est possible, de bruitage. Donc là, je suis venue pendant une semaine. Alors, j'ai pas fait que ramasser des bâtons pendant une semaine. Mais oui, moi, ça me va. Enfin. Mais je suis allée aussi au Fab Lab de Corty pour faire une espèce de boîte dans laquelle on trouve le livre que vous pourrez manipuler là-haut. C'est un prototype, donc le livre n'est pas facile encore à enlever. Il y a deux, trois petits détails à revoir. Mais... Et dans la boîte, en fait, il y a des bâtons, des choses que vous découvrirez qui, en fait, font partie de l'univers du livre. Et donc, on va faire des dessins avec ça. Et ce qui me tient à cœur, j'ai l'impression d'avoir dit tenir à cœur et intéressant 1000 fois en une heure, bref. Mais ça me tient à cœur. C'est que les enfants ne repartent pas avec un dessin, c'est qu'ils repartent avec leur expérience. Oui, c'est ça. Parce que souvent, en fait, quand on fait des interventions dans les milieux scolaires ou bibliothèques, on nous dit « Ah alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire et ils vont repartir avec quoi ?» Donc il y a un côté un peu comme quand on fait un cadeau pour la fête des mères, après on va le ramener à la maison, puis on va le montrer, puis ça va prendre la poussière. Voilà, on va... Alors, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'il y ait un truc à la clé, quoi. Ouais. Et puis c'est pas la fête des mères, on est au mois de septembre, on peut faire autre chose. Non, mais c'est aussi par rapport à l'écologie, enfin, tout un tas de choses. Après, je dis ça et j'ai pris, comme on disait, l'avion pour aller jusque-là. Bon, bref. Mais voilà, c'est dans cette optique. Ça fait rentrer l'aventure dans une sorte de marchandisation, enfin quelque chose à ramener. Enfin, là, oui, puis alors il y a tout un protocole aussi où en fait les enfants à la fin, donc je leur fais travailler des animaux. Et à la fin, en fait, il faut qu'ils apprennent... Enfin, c'est pas faut qu'ils apprennent, c'est nul ce que je dis, je recommence ma phrase. En fait, à la fin, on le défait l'animal.
Et donc là, en général, il y a eu des scènes, j'étais très émue, mais il y en a qui vont vraiment embrasser un lino dégueulasse pour dire au revoir à leur animal. Voire même, bon alors ça c'était un peu plus dramatique, mais un enfant qui avait fait un petit chat qui s'avère être le sien, et bon, le petit chat, je sais plus s'il est mort ou pas, mais en tout cas défaire l'animal, ça a été comme s'il le tuait. des pleurs, enfin... J'espère qu'il n'y aura pas ça cet après-midi. Il finira par faire des livres de jeunesse. Y a-t-il des questions parmi nos auditeurs attentifs et masqués? Non, c'est bon. Bah, s'il n'y a pas de questions, j'en poserai quand même une dernière. Cap est sorti il y a 2 ans. Et, enfin, oui, suivant maintenant. Il a eu un prix. Non, un an. Non, mais c'est quand, quel moment de l'année il est sorti? Septembre. Oui, donc il y a juste 1 an. Est-ce que le suivant est déjà bien en route? Est-ce que tout ce que tu fais autour de Cap empêche de prévoir l'opus suivant? Je rappelle quand même qu'entre De ma fenêtre et Cap, il y a 5 ans. Donc ne soyons pas impatients. Oui, après, des fois, il y a les choses de la vie qui font qu'on fait autre chose. Mais... non, alors il y en a un qui... Il y en a un. Alors il y en a un qui est avec quelqu'un. Voilà, je peux pas dire plus. Et il y en a... Il y a quelqu'un qui fait des mots. Oui, quelqu'un... C'est pas toi qui fait des mots pour quelqu'un qui fait des dessins. Oui, je peux dire quelqu'une qui fait des mots. Voilà. Voilà. Et donc après, il y a des germes aussi. Il y a des choses qui commencent à venir pour un autre projet que je ferai en solo. Et par contre, mon envie, là, pour l'instant, elle est de travailler sur une thématique, mais je pense que ça pourrait être un livre, mais ça pourrait être, comme je disais hier, ça pourrait être un tapis aussi. Enfin, je sais pas. En fait, il faut que j'avance pour voir ce que ça va devenir. Mais on imagine que ce sera chez le même éditeur, parce que vu le soin qu'il a apporté et la liberté qu'il t'a donné d'accompagner jusqu'au bout ton projet, fait que tu vas te sentir très en confiance. Joker? D'accord, bien ben voilà. On va couper ça à la vidéo. S'il n'y a toujours pas de questions, je vais vous remercier de votre présence. C'est pas si facile que ça de reprendre le chemin du spectacle ou de la conversation vivante par les temps qui courent. Donc merci vraiment à vous d'avoir pris de votre temps pour être ici ce matin. J'espère que vous allez avoir plein de très beaux rendez-vous dans cette édition déplacée, mais en tout cas elle est tout sauf sur le fond, de BD à Bastia. Bonne journée à tous. Merci.